Et salut à tous, bienvenue dans cette review analyse du chapitre 1058 que nous attendions tous avec une impatience extrême par plusieurs grosses révélations qu'Oda a décidé de mettre en place tout au long des pages de son manga et que je vais décortiquer avec vous dès maintenant. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas encore vu le chapitre, je me dois de vous préserver du spoil, mais vous pourrez retrouver ma réaction telle quelle dès que vous serez à jour. Pour les autres on s'accroche, c'est parti. Le chapitre 1058 s'ouvre sur un titre clair qui introduit Luffy et du coup Baggy au sommet de la piraterie actuelle, les nouveaux empereurs. On assiste d'abord à la suite des aventures du Germa Double Six, donc de la page de couverture, qui semble avoir réussi à repousser Katakuri et Oven grâce à l'attaque surprise de Shizar et son Loga très pratique pour les fourberies. Vous savez, le coup du gaz toxique. Donc on a Ichiji, Niji, Reiju qui semblent avoir bien morflé comme il faut, mais leur chance de s'échapper de Whole Island semble se dessiner. Espérons qu'ils saisissent leur chance. Comme le dit un César, emmenez-moi avec vous, le pauvre clown est désespéré, et on comprend, sur un territoire de Yonko, il s'appelle pas Mihawk. On en revient sur le Sonigo, donc, où les Mugiwara suivent la route du log pose, dans une aventure en mer qui n'est pas sans rappeler leurs premières aventures, un voyage à la destination incertaine, et qui maintenait un mystère ambiant sur des choses qui pourraient alors trouver au terme de ce voyage. Luffy, comme à son habitude, met en danger son équipage par une prise de décision qui a fait faire au Sunny un tour de toboggan dans les falaises, les cascades, les typhons, entourant la géographie de Wano Kuni, redoutable géographie. Notre capitaine, du coup, se fait enfermer par Nami comme un animal, et malmené par l'impératrice qui semble développer de mystérieux pouvoirs qui ne sont pas sans rappeler le Haki des rois. Bon, c'est du troll, faut pas croire tout ça. Je vous avoue que ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas eu de passage comme ça, au calme, que c'est assez rafraîchissant à lire après Onigashima, après le combat et toute la tension. On a un moment en fait pour souffler, c'est vraiment décrescendo dans l'ambiance, c'est quelque chose qui nous prépare à nous aventurer sur l'arc final. Donc le plus important arrive, ce qu'on attend tous, et que l'on soit fan de Prime pour faire des comparaisons de toutes les manières possibles, ou juste pour le lore et le flow de chaque personnage concerné, et là je vais vous citer le chapitre directement. Voici la prime de l'empereur Luffy au chapeau de paille, à la tête de la grande flotte constituée de 5600 membres. Et qu'on a tendance à oublier. Grand respect au terroriste Bartolomeo, et j'espère qu'il court vite, Shanks arrive. On va commencer par Chopper, donc qui passe de 100 à 1000 berries. No comments sur le gag qui se perpétue en boucle. Si ce n'est que l'oracle que je suis, les amis, va prophétiser un truc. Chopper, un jour gobera 10 Rumble Ball, avant de débarquer dans Marineford pour baffer Brandman ou Branyu et ses compères. Ça, je vous le garantis. Nami passe à 366 millions de berries. C'est honorable, vu le power-up qui est visible et qui lui est attribué, en plus des quelques passages de badassitude dont elle a fait preuve face à du Tobiropo. Brook, 383 millions de berries. Soul King pourrait prétendre à mieux que ça, on le connaît Soul King, il a un potentiel de malade, mais la nuit qu'il a passée dans le lit de Big Mom, tout en lui ayant volé sous le nez un road poneglyph, ne semble pas être passé dans les radars de la marine. Et on connaît la vérité. Frankie, 394 millions de berries. Alors je pense que le gars qui était à Onigashima qui devait prendre des infos, il était un peu bourré. À quel moment la marine décide de lui coller la gueule du Sonico en connaissant son apparence? Ils ont pris quelques substances énergétiques. Voilà, on va dire ça comme ça. En tout cas, on se remémorera longtemps son flex légendaire en moto. Il a quand même roulé sur la tête de Big Mom. Usopp. Mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami? 500 millions de berries pour une augmentation proportionnelle à celle de Luffy. Et là, j'en appelle à vos commentaires, mes amis. Est-ce que vous avez vu Usopp dans cet arc? Pour moi, rien de plus, malheureusement. Et on attend tous Elbaf pour voir si le développement tient la route. Robin, 930 millions de berries, sacrée augmentation. Moi je trouve la prime raisonnable, dans le sens où ses compétences en archéologie vont naturellement la placer haut en couleur pour le gouvernement, sans compter qu'elle appartient à l'équipage de Yonko désormais. Le danger se fait présent pour eux, à l'image de la tentative de kidnapping du Cypher Ball Zero sur Onigashima. Un très joli trio de têtes hors Luffy, qui passe la barre des 1 milliard de berries respectivement. Ce qui est largement mérité pour leurs exploits, les mecs ils ont littéralement déchiré les seconds. Zoro et ses
1 milliard 100 millions et 1000 berries, Jinbei et ses 1 milliard 100 millions de berries, et notre Sanji national relégué à la quatrième place avec 1 milliard 32 millions de berries. Zoro aurait pu prétendre à plus, mais a manqué de visibilité je pense. Jinbei a des antécédents beaucoup plus denses que ceux de Sanji globalement et obtient une troisième place, mais Sanji a eu un développement très complet tout au long de deux arcs successifs. Oubliez qu'à Water 7 par exemple, les primes, donc t'avais Robin qui avait détrôné Sanji de sa troisième place, ce qui retire absolument rien à son palmarès. Il est temps pour nous les gars de nous attarder sur ce qui va sûrement nous intéresser par rapport au développement de certains personnages dont j'ai déjà cité le nom, de la Cross Guild. Les précisions en images, en texte riche d'informations, proposées par Eiichiro Oda en personne. Le trio de choc, Baggy, Crocodile et Mihawk, se retrouvent dans leur nouveau repère établi sur l'île de Kalaibaki, dans le Nouveau Monde. Oda met directement les points sur les i concernant toutes les théories impliquant une réelle soumission de Crocodile et Mihawk, ou un power-up de Baggy, il n'en est absolument rien. Baggy est dépeint ici comme un opportuniste, involontaire, qui, comme d'autres occasions, s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, ce qu'il met un peu dans la sauce. Ainsi, alors que Crocodile souffre de cette honte ignoble, se faire soumettre par un clown, j'ai envie de vous dire, moi aussi je l'aurais eu mal, que Mihawk demande au clown d'expier pour un manque d'honneur flagrant, chose qu'il déteste au plus haut point, en lui demandant son seppuku, sa mise à mort. Baggy se plie et supplie, il est en pleurs, il est à genoux, pour sa vie devant les deux véritables chefs et fondateurs de la Cross Guild, Crocodile, Mihawk. Deux termes d'égal à égal, gagnant pour gagnant, et comme à son habitude, Crocodile sait trouver les mots, tel un leader, tel un vrai leadership, et persuade Mihawk de le suivre alors que ce dernier s'apprête à changer de QG suite à l'arrivée de la marine. Je mets un stop immédiatement aux détracteurs. Mihawk qui change de QG ne veut pas dire que c'est un Mihawk faible. Seul et aussi fort que tu le veux, même s'il a un niveau de Yonko, un Mihawk seul reste à la portée de beaucoup de combattants. On l'a vu sur le toit de Nigashima, Kaido contre X personnes, bah ça finit par passer. Bon, avec un peu d'aide du scénario, mais vous avez compris le principe. Donc il a besoin évidemment de se mettre en sécurité pour voir arriver les prochaines attaques, pour se préparer lui aussi. Ça veut pas dire qu'il aura pas mis un petit coup franc ou pas. Voilà. Crocodile du coup est le premier à confirmer l'ancien surnom de Mihawk, qui fait écho au chasseur de pirates pour Zoro, et qui est le chasseur de marine, qui s'inscrit dans un début de développement pour Takanome. Néanmoins, et mon intuition parle dans ces cases de chapitres, la solitude perpétuelle du bretteur numéro 1 semble provenir d'une véritable méfiance envers qui que ce soit. A-t-il été trahi, justifiant une carrière de solitaire à l'écart du monde qui l'entoure? J'espère que Eiichiro Oda nous en apprendra plus. On commence à avoir des informations de profondeur sur le personnage de Mihawk, qui est finalement très solitaire. C'est hyper intéressant. Baggy, que l'on voyait du coup mal échapper aux griffes de ses assaillants de la marine, a finalement été secouru par Crocodile et Dasbone, qui se sont chargés de couler un à un les cuirassés de la marine. Sur les planches du maître, on peut voir des ombrages particuliers qui me font penser à du haki de l'armement. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que Crocodile a réellement reçu un power-up, en plus de ses actions criminelles et intellectuelles? Très bonne question. Baggy, visiblement en pénurie d'argent, devait à Crocodile une somme d'argent conséquente qui devait à la base lui servir à créer et monter la Cross Guild, comme il se doit. Finalement, Crocodile s'y retrouve, parce que le clown est soumis à sa volonté, et il se sert de la factory comme d'un QG, et il va y prendre toutes les ressources déjà établies, logistiques, humaines, de l'ancien Shichibukai. Et comme on s'y attendait, et là je vais parler des primes, du trio de tête, le poster truqué par les hommes de Baggy a fait le tour de la planète, ce qui amène au statut hiérarchisé par la marine qui suit. Crocodile, qui est jugé comme un suivant de Baggy, recherché pour 1 milliard 965 millions de berries. Brandman cite son logia, mais surtout son intellect et ses capacités de leader, qu'il démontrera d'abord avec le Baroque Works, avec un plan qui a failli fonctionner sans l'intervention du scénario. Aujourd'hui, il parvient à rallier Mihawk, comme allié avec un simple coup de fil et les mots justes. Pour moi, Crocodile est le mastermind qu'il ne faut pas sous-estimer, et qui allie autant charisme que capacité,
Pas forcément dans les prouesses physiques, hein, et c'est pas non plus un Yonko plus je sais pas quoi, mais globalement, donc en comptant son influence, hein, ses relations à la pègre, de nombreux soutiens financiers, etc., par l'immense somme qu'il a prêtée à Baggy, on s'attend quand même à un calibre très important et très apprécié par les fans. Mihawk. Et là, je suis désolé pour tous ceux qui n'y croient pas, mais on entre dans une description qui n'a rien de clownesque comme Baggy. Baggy, comme on le sait, c'est une description clownesque. Ses faits sont du hasard, on le sait tous très bien, faut pas être d'élu. Le fait du chasseur de marine est appuyé par Crocodile et tout son sérieux dans le scan au moment où il va recruter Mihawk, réappuyé par Brandman en plus de ses capacités d'épéiste hors normes, qui font de lui le numéro 1 des épéistes mondiales. En plus de ma vidéo sur Mihawk, analyse complète parue hier, je rajoute un point primordial pour tous ceux qui disent qu'il n'est pas mis en... Enfin, plutôt qu'il est mis en valeur que pour le skill ou compétence à l'épée en français. Mihawk, et je vais être très objectif, sans un acquis relativement décent dans le monde de One Piece, isolé, solitaire dans sa carrière de chasseur de marine, aurait été tué depuis des années par l'envoi d'un ou deux officiers de type amiral et vice-amiral, troupes et logistique, bateaux, etc. J'irais même jusqu'à dire que si le rôle de Shichibukai lui a été proposé, alors que le mec ratissait à coups d'épée noire les rafiots de la marine depuis des années, littéralement il a dû coûter des milliards au gouvernement, ce n'est pas une lettre de recrutement qu'aurait reçu Mihawk, mais une mise à mort claire, nette et précise. Mon avis est le mien là-dessus, vous aurez certainement le vôtre, mais je respecte et j'avance ces arguments-là en prévision des éventuels retours. En tout cas, je répondrai évidemment. On passe à Baggy finalement, recherché pour 3 milliards 189 millions de berries sur une suite de malentendus que nous connaissons et que je ne vais pas redétailler ici. Alors que Crocodile fait manger le poster à Baggy pour cet ultime affront et une promotion au rang de Yonko qui est malheureusement pas méritée, ça aurait été marrant quand même. Mihawk est calme et affirme mot pour mot que mettre Baggy en tête d'affiche n'est pas une mauvaise idée. Bien au courant des faits le concernant, il dit que si ça lui permet de ne pas être désigné empereur des mers, ça lui convient. Il aspire à une vie tranquille finalement. Mihawk flex littéralement sur la position d'empereur, il est posé sur sa barque et mange des churros en soufflant sur les pirates pour les faire tomber à l'eau. Le mec il n'a pas besoin de Yonko, c'est factuel, il n'a pas besoin d'un titre de Yonko pour appuyer ses prouesses individuelles. Ça c'est un fait immuable et indiscutable. On a déjà là du coup une belle indication de confiance, et je parle bien de confiance, venant de la part d'un homme qui connaît globalement par son expérience l'échelle de puissance sur le grand tableau qu'est One Piece. Laissons cet homme lire son livre et boire du vin tranquille. Pour le moment, il nous a déjà prouvé tout ce qu'on voulait savoir, en tout cas en surface. On attend son flashback avec une grande impatience. La fin de chapitre nous renvoie vers l'armée révolutionnaire. Toujours stationnée sur l'île de Queue d'Étrave, en français, la tension redescend en apprenant que Sabo va bien et qu'il n'est visiblement ni captif de la marine, ni en prise avec qui que ce soit. Mais reste le mystère de la mort de Cobra, qui plane encore au-dessus de leur tête. Dragon arbore un regard très sérieux, on le comprend tout de suite. Cobra était un homme avec des valeurs et faisait certainement partie des personnes pour qui le père de Luffy se bat dans l'ombre depuis nombre d'années le concernant. D'ailleurs, il dit clairement qu'il ne pardonnera pas à Sabo, quelle que soit sa justification, si c'est bien lui qui a fait le larcin. Et les gars, big up pour Kuma, qui a été victime d'une triple dose de détergent calgonite. Il connaît même plus son alphabet, il sait plus s'exprimer, enfin, aidez cet homme, les gars. Par pitié. Le chapitre se conclut sur un appel qui vient visiblement de Sabo, toujours en cavale après son coup d'éclat qui lui vaut le surnom d'Empereur des Flammes. Je rappelle qu'il a visiblement tenu tête à deux amiraux. Bon, il y avait quand même des conditions à la géographie, etc. On connaît. La marine est étrangement très active et semble même au courant de la destination du coup d'escargophone. Ça ne peut pas être un piège, étant donné que la marine n'a pas attrapé Sabo pour le faire chanter, par exemple. Il semble quand même surpris, autant que nous du coup de fil. Mais est-ce vraiment Sabo au bout du fil? Et si oui, qui a tué Cobra finalement? Je pense directement, moi, à un coup monté de Barbe Noire et de Katarina Devon, qui doivent passer à l'action dès maintenant.
qui, rappelons-le d'ailleurs, possède un Zoan mythologique du renard, donc QB, qui lui permet de prendre l'apparence à la perfection d'un personnage, au point de tromper ses propres connaissances. Métamorphose, assassinat sous les yeux impuissants de Sabo et une cavale en compagnie de Vivi, le chapitre nous en apprendra sûrement davantage dès le prochain scan dans 2 semaines. Eh bien les amis, on a fait le tour de cette review. Il y a pas mal de choses, hein. La prime de Mugiwara que je trouve globalement très justifiée, il n'y a pas de souci là-dessus. Pour Sanji, relativisons tout de suite. Le fait qu'il se soit fait entre guillemets dépasser par Jinbei nous renvoie aux primes de Water 7, où Robin avait dépassé Sanji. Faut pas le prendre au pied de la lettre. Oda aime bien nous troller, il nous donne parfois des ambiguïtés pour nous faire réfléchir par nous-mêmes, hein. Il faut rester zen de ce côté. Quant à la suite, écoutez, Mihawk le GOAT, hein, je suis désolé, hein. Mihawk factuellement, il nous a montré que les commandants, voilà, il fait pas partie des commandants, hein. Ça c'est clair. Vive la lame noire, hein. Et en tout cas, pour le reste, je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de la vidéo. N'hésitez pas à interagir en commentaire, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, théories, analyses, etc. A plus.